Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bienvenue à tous. Beaucoup a été dit sur l'accord de la Saint-Sylvestre. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il en découle et pourquoi beaucoup de débats autour de cet accord? Est-ce une solution au problème de la République démocratique du Congo? Est-ce un piège au Congo, à sa constitution et surtout à la sécurité des Congolais? Qu'en pense le peuple congolais et certains de ses dirigeants, des leaders? Aujourd'hui, nous allons crever l'abcès. Nous allons parler franchement de cet accord, des conséquences de cet accord et de comment le peuple peut se retrouver dans cet accord. L'invité du jour est un homme d'expérience parce qu'il a été à la fois initiateur du PAREC, qui est ce forum pour la paix et la reconstruction nationale, ou plutôt la réconciliation. Il était aussi le président, oui, le président de la CENI, mais également aujourd'hui, il est dans un mouvement de centre, autrement dit, l'intersection entre la gauche, la droite, les extrêmes. Notre invité du jour, c'est Ngoyi Mulunda. Bienvenue, pasteur. Merci, Jemka. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes initiateur du programme PAREC, Paix et Réconciliation. Vous êtes ancien président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Vous avez organisé les élections dès 2011. Et vous êtes aujourd'hui président de l'espace démocratique pour la bonne gouvernance. C'est dire que vous êtes la personne idoine pour nous fixer sur l'évolution de votre pays, sur votre expérience aussi, mais également sur les voies de sortie de ce qui peut être considéré aujourd'hui comme la crise en République démocratique du Congo, si effectivement c'est considéré comme tel. Alors, je vais vous poser une question de confiance parce que ceux qui nous suivent à travers le monde, ils vont dire Ngoyi Mulunda, ça faisait un moment qu'on ne l'a pas vu, il a organisé des élections en 2011, à un moment donné, il a un peu disparu de radar. D'abord, parlons-nous de l'actualité, un tout petit peu. On entend parler depuis quelque temps du centre. Moi, je vous connais, l'homme de Dieu, un pasteur. Vous commencez à faire la politique. C'est quoi le centre? Merci, JMK. Merci de l'accueil et de l'opportunité que tu me donnes d'échanger avec toi. Le centre, c'est un nouveau courant politique. Comme tu l'as dit, il est au milieu. Il n'est pas dans les extrêmes de la droite ni de la gauche. Mais il a sa propre pensée, sa propre idéologie, qui est le centrisme. Et comme tu le sais, ce n'est pas nous qui avons créé ça. Dans le monde entier, dans les idéologies politiques, existe le centre et le centrisme, qui a comme spécificité de pouvoir mettre l'homme au centre de son action politique. Donc nous nous sommes dit, on discute le Congo, on parle Congo, mais nous avons réalisé, surtout comme pasteur, qu'on a oublié l'homme, créé à l'image de Dieu. L'homme n'est pas là, mais il y a un groupe, un mouvement politique, le centre, dont la mission spécifique est le bien-être de la personne, d'une manière individuelle et une manière collective, avec des valeurs purement humaines et qui sont les mêmes valeurs qu'on trouve dans le livre saint. Alors, avant qu'on puisse continuer, parce qu'il faut qu'on sache quand même que est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme politique de votre côté? Est-ce que tout ceci découle de ce conclave que vous avez tenu il n'y a pas longtemps, le Force PFLS? Quand même, on va marquer une toute petite pause pour que ceux qui nous suivent à travers le monde se saisissent un tout petit peu de vous, pour qu'on vous connaisse un peu, pour ceux qui ont encore oublié, qui se rappellent qui est Ngoyi Mulunda. Voici votre portrait. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph
a obtenu la majorité simple des voix. Son visage aura marqué les esprits. Non seulement comme le président de la Commission électorale nationale indépendante qui a sauvé le pays du chaos en 2011, mais aussi comme l'initiateur du programme Armes contre $100 mené dans quelques parties du pays à la tête de son ONG, PAREC. Fort de son master en résolution de conflits, Daniel Ngoyi Mulunda a pu, grâce à son programme œcuménique de paix, résolution de conflits et réconciliation, récupérer de milliers d'armes à feu que détenaient illégalement quelques Congolais afin d'enterrer définitivement la hache de guerre. Les gens ont capté le message du PAREC et ils ont donné les armes sans notre présence. Aujourd'hui, nous avons la joie de présenter cette multitude d'armes qui ont été récupérées par la coordination du PAREC. Formé en grande partie en Amérique et ayant côtoyé les plus grandes figures de l'Église telles que l'icône sud-africaine Desmond Tutu, avec qui il a travaillé à la jeunesse de la conférence des églises de toute l'Afrique, ce natif de Lubumbashi entretient un très grand esprit d'ouverture au reste des domaines de la vie. C'est par foi, par croyance. Parce que pour tout chrétien, il y a des choses qui sont importantes. Je me pose des questions. Quel est le bien commun qu'un chrétien doit faire? Je pense qu'un chrétien doit faire ce qui est essentiellement bon. Et ce qui est essentiellement bon, c'est la paix. Daniel Ngoyi Mulunda accorde une attention particulière à la politique qu'il pratique depuis plus d'une décennie. Selon lui, il y a des choses qui ne peuvent être accomplies que par la politique, et combiner la pastorale à cette dernière peut répondre à tous les besoins de la personne humaine. Si on prétend connaître Dieu et servir Dieu, et on doit faire ce qui est essentiellement bon. La matière première qui manque le plus au Congo, c'est la paix. C'est pour cela qu'après avoir présidé la CENI entre 2011 et 2013, il s'est retrouvé à la tête de l'espace démocratique pour la bonne gouvernance, un parti qui se revendique ni de la majorité présidentielle, ni de l'opposition, mais qui se range du côté de la population pour qui tout politique devrait travailler, selon Ngoyi Mulunda. Le pasteur Ngoyi Mulunda, pour qui la crise actuelle est due à la bipolarité MP-opposition, a rejoint le centre de Germain Kambiga, qui selon lui détient la voie du dénouement. La cinquantaine révolue, il croit dur comme fer que la solution n'est ni à la majorité ni à l'opposition, mais plutôt au centre qui se range derrière la volonté du peuple. Mulunda, on vient de voir ces portraits avec des affirmations précises. La solution, c'est le centre, c'est le peuple. C'est pas là de l'opportunisme politique. Merci pour la question, et c'est une question importante. Ce portrait vient de donner la réponse à cette question-là. Ngoyi Mulunda Nyanga est apparu au Congo dans quelles circonstances? Je voudrais rappeler. Quand l'accord de Lusaka était bloqué, les gens allaient en venir encore à la guerre. C'est la première fois que je suis venu au Congo et j'ai apparu sur la scène politique, aux consultations nationales, aux côtés des musées. Le musée m'appellera pour qu'on puisse rapprocher les vues des uns et des autres, afin qu'ils reviennent à l'accord. J'étais encore tout jeune et tout beau. Puis vous êtes encore beau, entre guillemets. À la cathédrale de Centenaire, j'ai présidé la consultation nationale, assistée par les chefs religieux. Je suis apparu à la période d'une grande crise. Et je suis parti. Après, Kinshasa ici, il y a eu prolifération d'armes, on tirait sur les gens. J'ai perdu beaucoup d'amis que je pleure jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, Ngoyi Mulunda est apparu encore. Cette fois-ci, avec l'aide du président Joseph Kabila. Que devons-nous faire? Et j'ai ramassé 12 000 armes dans cette 12 000. ville. 12 090 armes. Sans compter les bombes, sans compter des millions de munitions. Dans la ville de Kinshasa. Et je suis apparu pendant la crise. Et nous avons résolu ça. Nous avons diminué les armes. Jean-Marie, aujourd'hui, si les armes là étaient encore entre les mains de la population, que serons-nous aujourd'hui? Je ne m'arrête pas là-bas. À Goma, 1990, on tirait les gens même à 18 heures. Les gens avaient les armes partout. Ngoyi Mulunda est apparu encore à Goma.
j'ai retiré 15 000 armes. Quand j'étais là, on traversait le parc de Virunga par moto. À cause de la paix qu'on a amenée au parc, les éléphants sont revenus. Les gens pouvaient traverser jour et nuit le parc. Ngoï Mulunda est apparu. Et si aujourd'hui Ngoï Mulunda est apparu parce qu'il y a une crise et que je ne peux pas me taire, ça c'est mon destin. Je ne peux pas me taire, le pays est en crise. Donc ce n'est pas de l'opportunisme. Ça c'est mon appel. Ça c'est ma vocation. J'apparais quand il y a des crises pour amener ma petite contribution qui donne toujours de bons résultats. Et alors, vous dites solution, le centre, le peuple. Oui, mais comment? Comment vous allez le faire? Merci. Je veux d'abord amener avec... Avant d'aller aux solutions, commençons d'abord par identifier la crise. D'où vient la crise? La crise vient des 2 accords que nous avons signés. Je commence par là. L'accord de l'Union africaine. 18 octobre. 18 octobre, merci. Cet accord, j'ai participé à une partie de l'accord, du dialogue. Oui. J'étais présent comme expert de Demkodjo. Pendant 2 ou 3 semaines, je suis parti. Qu'est-ce qu'il y a eu d'important dans ce dialogue-là? Dans ce dialogue, il y avait d'abord un accord qu'on a trouvé sur la durée de l'enrôlement des électeurs. Et on est tombé à 1 année. Et le président de la CENI était très clair. Il faudrait que toutes les conditions soient réunies. Et tout le monde a approuvé. On est tombé sur 1 année. Et tout le monde est tombé d'accord qu'on devait avoir les 3 scrutins ensemble. Maintenant, quand on devait aller donner un chronogramme du calendrier, quand ces élections-là auraient lieu, il y a eu un groupe de travail d'experts qui s'est réuni. Il y avait la CENI, l'Union africaine, l'OIF, la société civile, ils se sont réunis. Jean-Marie, dans le groupe de travail, on a trouvé que si on devait avoir les élections, ici c'était en novembre 2018. Je dis bien novembre 2018. 2018, suivez-moi bien. Alors, quand on a vu ça, et d'autres personnes ont dit non, si nous disons ça à la population, elle va nous lapider. La population ne sera pas d'accord. Et c'est comme ça qu'on a fait pression sur les experts à combiner les dates, à serrer tous les délais pour arriver à avril 2018. Et les experts étaient clairs. Ça, on doit rien rater. Et l'argent et la logistique, tout doit suivre. Et on a signé l'accord. Il y avait 2 péchés dans l'accord de l'Union africaine, 18 octobre. Premier péché, manque d'inclusivité. Les autres acteurs politiques, les enfants de la RDC n'étaient pas là. Et c'est là qu'on donnera mandat à l'Église catholique, aux évêques, À la Senco. à la Senco, de pouvoir intégrer les absents. Le deuxième péché, je vais le trouver après. La Senco avait 3 jours pour amener les autres. Nous avons fait 3 mois. Ils ne sont pas venus. Mais qu'est-ce qui est arrivé maintenant à la Senco? C'est là où je me pose des questions. Et c'est là où nous avons un grand problème que le peuple doit comprendre. On ne sait pas par quelle magie, l'accord de la Senco est sauté d'avril 2018 a fixé la date on m'a même dit au plus tard décembre 2017. Au plus tard, cela veut dire que on peut me le faire avant. Si on traîne. Si on traîne vraiment, c'est décembre 2017. Vous comprenez? Oui. Sans tenir compte de tout ce qu'il y a comme condition. Et le peuple a attendu que vraiment on aura nos élections au plus tard, décembre 2017. Et dans l'accord, pour prouver qu'il y avait un peu de malice à l'intérieur, dans cette clause, on a ajouté, au cas où cela serait difficile, le CNSA pouvait évaluer la situation ensemble avec la CENI. Et moi, j'ai dit là, c'est vraiment de malice. On est tombé dans le piège. Quand on dit déjà, au plus tard, c'est qu'il y a un délai avant le plus tard. Le peuple congolais attend les élections. Mais moi, j'attends les élections. Et quand vous me dites au plus tard, les gens attendent, ils sont psychologiquement préparés. Qu'au plus tard, décembre, nous avons nos élections. Les gens attendent. Et la malice, vous voyez, où est-ce que vous voyez ça? La malice était que, Jean-Marie, ils savaient très bien que c'était difficile parce que les problèmes étaient bien posés. Et puis ils disent qu'au plus tard, et puis ils ajoutent la phrase, ils savaient qu'il n'y aura pas des élections. Au cas où. La vraie réponse était dans le au cas où là, qu'il n'y a pas d'élection. Il fallait seulement que les gens soient clairs. Qu'on dise clairement qu'il y a les difficultés qu'il y a. Imaginez-vous si la Senco se mettait devant la population et disait,
mes enfants, nous sommes vos pères spirituels. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Nous avons vu les difficultés. Patienter pendant 4 mois, on aura des élections et qu'on signait en 2018. Qui pouvait refuser l'appel des évêques? Mais ce qui est grave, c'est quoi, Jean-Marie? Avant même d'arriver, d'abord, les évêques prennent l'accord. Tout le monde n'a pas signé, il y a eu des problèmes. D'abord, cet accord-là, je vais dire que c'était un accord qui était taillé sur des personnes humaines. Ça n'a pas été un accord des Congolais. C'était un accord qui était... Mais si c'était un accord des Congolais, on va vraiment beaucoup en parler aujourd'hui, cet accord. Comment tous les Congolais l'ont signé? Majorité, opposition, société civile. Ok. Laisse-moi... La réponse vient de ce que je vais dire. Oui. Donc, quand on a mis l'accord, on ne voyait pas le Congo, on ne voyait pas la paix. On voit des personnalités. Ici, on va placer tel, ici, on va placer tel. Donc, cet accord-là, on l'a taillé selon les personnes. Aujourd'hui, quand ces personnes ne sont pas, est-ce qu'il y a de mauvais, les personnes ne sont pas là, on dit que l'accord n'est pas appliqué. Parce que les médiateurs avaient en tête une personne. Et moi, c'est ce que je ne comprends pas. Et c'est ce que je condamne aujourd'hui. Et la majorité et l'opposition, ils savaient qu'en signant ça, quand vous créez l'espoir dans quelqu'un, la personne attend que moi j'aurai. Les gens sont fatigués. La crise est terrible. Le peuple souffre. Les enseignants sont irrales. La rentrée académique est proche. Les prix sur le marché, ça ne va pas. La monnaie est en train de vaciller. Quand on dit qu'il y a élection, ok, qu'on change, enfin qu'on change. À cause de cette souffrance, enfin qu'on change. Et vous leur dites que non, il n'y a pas d'élection. Les gens peuvent se mettre. Mais je me pose la question moi-même. Parce que l'opposition était là. La majorité était là. La société civile était là. Ils savaient les difficultés qu'il y a. Pourquoi ont-ils signé ça? Et ce qui est encore grave, quand je dis que c'est un gros piège, c'est vraiment un gros piège. Parce qu'avant même qu'on arrive à septembre, les mêmes médiateurs, la CENCO, va faire une déclaration, prenez-vous en charge. Article 64, le pays est en danger, ça va mal. Vous avez piégé les gens. Donc ils avaient un agenda à eux, à préparer les gens à remonter. Et ça, ce qui est triste, était communiqué dans toutes les églises. Que les gens se prennent en charge, que les gens se révoltent. Eux-mêmes savaient les difficultés. Donc ils ont piégé les gens, c'était un piège. Je vous pose une question beaucoup plus directement. Pourquoi vous dites que c'était un danger pour la nation, cet accord du 31 décembre, alors que tout le monde dit que c'était un accord qui a sauvé le pays du chaos, c'est un accord fédérateur? Non, c'est un danger pour la nation. Parce qu'aujourd'hui, on l'a présenté comme un accord qui... Déjà, osez me dire que cet accord-là est au-dessus de la Constitution. Des deux. Oui, on a dit que toutes les issues sont tombées. Donc vous comprenez que quand on les dit, on les met au-dessus de la Constitution, à la fin de l'année, le président de Saint-Esprit peut dire que, mes amis, tout a failli et c'est moi qui passe. Oui. Les gens n'ont pas compris ce piège-là. Le président de c'est ça qui devait arriver à la fin. Donc 31 décembre, vous n'avez rien, vous êtes parti. Et on a vendu ça, même à la communauté internationale. On a vendu ça même au Congrès américain. Les sénateurs viennent d'écrire une lettre là-dessus en vendant cet accord comme au-dessus de tout. Et pourtant, cet accord nous amène au danger. C'est pourquoi je dis qu'il faut que le peuple comprenne. Le peuple doit comprendre qu'il a été piégé. Je regrette de le dire, la CENCO avait son agenda et qui se déroule petit à petit. Ils sont allés déposer leur tablier chez le chef de l'État. Oui, ils ont dit qu'ils ont travaillé à 98% réussi. Moi, je dis que le chef de l'État, c'est un monsieur élégant, il a une très bonne éducation. Moi, je l'ai connu depuis avant. Et il respecte tout le monde. Et moi, je dis qu'ils ont échoué à 98%. Pourquoi? Comment ça? Il y a un adage qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous voulons la fin, que cet accord soit appliqué. Et ils vont déposer l'accord. Pour moi, c'est ces jours-là que cet accord était mort. Comment ça, c'était un début? Parce qu'il ne restait que 2%. J'ai dit que c'était par élégance. 98%. Aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'ils ont échoué. Et par humilité, ils devaient carrément se dessaisir. Ils ont dit, on a donné ça au chef de l'État pour que ce dernier puisse pouvoir quoi faire, puisse pouvoir lui-même s'occuper de la situation. Mais ils partent et ils reviennent encore sur l'accord, ils bombardent un calendrier. Aujourd'hui, ils ont été en pèlerinage dans le monde. J'ai travaillé à la conférence des églises de toute l'Afrique. Je n'ai jamais vu dans ce monde les chefs d'église qui partent faire le lobbying pour qu'on vienne détruire l'œil des gens au pays. C'est anormal. Non, mais demander l'organisation des élections, ce n'est pas demander qu'on détruise le pays. Non, c'est pas ça. C'est pas demander les élections. Parce qu'ils savent qu'ils savent qu'il n'y aura pas élection. Ils le savaient en âme et conscience. Et moi, je le dis,
quiconque a des preuves contraires n'arrive à me confronter. Notre ami de l'INELIT avait même dit que c'est impossible qu'on tienne les élections en 2017. Les experts l'avaient dit, mais eux ont forcé la main. Alors ils partent chez les mêmes gens qui n'aiment pas ce pays. La communauté internationale n'aime pas le Congo. La mort de Kimbangu est venue de la communauté internationale. La mort de Lumumba, de la communauté internationale. La mort de Mouzé, de la communauté internationale. Et vous, chef d'église, vous vous amenez là-bas même. Même les sanctions qu'on impose à certains dirigeants congolais, c'est injuste. Mais vous trouvez les pères d'église qui endossent de telles choses. Et moi, j'ai dit que c'est un danger. Alors, revenons. Daniel Ngoé Mulunda. Vous avez organisé les élections en 2011 et tout le monde sera très attentif maintenant aux questions que je vous pose par rapport aux élections. Mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu à cet accord du 31 décembre. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Église catholique, à la SENCO, d'une manière plus pertinente et simplifiée? Ils n'ont pas dit la vérité au peuple que les élections étaient impossibles cette année. Ils le savaient, mais ils n'ont pas dit. Simple. Alors, qu'est-ce qu'ils font de mauvais qui vous conduit à penser qu'il y a un complot, il y a un agenda caché derrière ça? Sachant qu'il n'y aurait pas élection, même jusqu'aujourd'hui, maintenant ce n'est plus un secret, tout le pays sait qu'il n'y a pas élection. Est-ce qu'ils peuvent se mettre aujourd'hui, avec tous les signataires, dire maintenant à la population, on a constaté que finalement il n'y aura pas élection, attendez l'année prochaine. Ils peuvent le faire. Au lieu de dire ça, ils continuent à faire un lobby contre le pays. Et ça, c'est pour ça que je leur reproche ça. Ce n'est pas un jugement d'intention, ça? Non, c'est une vérité. Ça, ce n'est pas un jugement d'intention, ça c'est la réalité. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a un piège et les gens doivent ouvrir les yeux. C'est ça le piège dans lequel nous tombons et dans lequel tous les signataires sont tombés. Avec quel objectif? Peut-être un chaos. Parce que peut-être ils veulent qu'on chasse le pouvoir en place par la violence. Vous attendez les gens qui appellent à la rue, les gens qui appellent à l'eschatologie. C'est pourquoi nous leur disons au centre, nous savons que l'accord ne sera pas appliqué. Pour moi, l'accord est mort. Et aujourd'hui, j'annonce sa mort. Mais comment ça, l'accord est mort? Parce que cet accord-là n'a pas de place. L'élection n'aura pas lieu. Il n'y aura pas lieu. Alors, il faudrait qu'on se mette ensemble. D'ici le 31 décembre, qu'est-ce qui va arriver après le 31 décembre? C'est pour cela que le centre dit non. Le peuple, souvenez qu'on se mette ensemble. Pas pour un dialogue pour les postes. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'il y ait un autre arrangement, qu'on se mette ensemble. Et eux refusent. Il y a même des politiciens qui disent n'y allez pas. Bon, vous ne voulez pas du dialogue. Et il n'y a pas d'élection. Mais de quoi on va parler dans ces cas? Il y a eu 2 accords déjà. Oui. Pour nous, au centre, si le peuple se bat pour aller aux élections aujourd'hui, c'est parce que ce peuple-là souffre. Ce peuple-là n'a rien. Qu'on recadre les choses en attendant qu'on donne le temps à la CENI de faire ces élections. Parce que quand vous suivez le Premier ministre aujourd'hui, il a pour mandat de préparer les élections. Oui. Il pompe les millions dans les élections. Oui. Personne ne regarde le panier de la ménagère. Personne ne regarde les rentrées académiques hypothétiques. Personne ne regarde les infirmières qui pleurent. Le centre dit qu'on se mette à la table ronde, qu'on change les priorités. On a maintenant 2 priorités. Il y a élection, il y a la population. On met de l'argent et dans la population, on met de l'argent dans les élections jusqu'à ce qu'on prépare très bien et vraiment qu'on prépare bien que vous pensez les élections. Daniel Ngoé Mulunda, est-ce que vous pensez que vous, maintenant qui êtes très sensible au social des Congolais, la priorité des Congolais, c'est le social ou c'est les élections? La priorité des Congolais, ce sont les élections parce qu'ils trouvent que c'est la voie de sortie. Et maintenant, moi, je vais leur dire, compatriotes, c'est bon. C'est vrai, on doit aller aux élections qu'il y ait un changement. Mais ces élections-là n'ont pas lieu. N'auront pas lieu maintenant. Je vous dis la vérité. Parce que les élections, ce n'est pas un calcul mental, mais de la mathématique. 1 plus 1 égale 2. Non. Les élections, c'est un processus. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Qui a pensé à la crise de Kamonassa pour Kasaï quand on était à l'Union africaine? Personne n'a pensé. On devait terminer l'enrôlement en juillet. Mais quelque chose d'inattendu est arrivé et on a prolongé l'enrôlement. Ça peut toujours arriver. Mais entre-temps, j'ai dit à la population, oui, c'est vrai, nous devons aller aux élections, mais entre-temps, les gens doivent vivre. On ne va pas aller faire des élections avec des morts, avec des malades. Maintenant, pensez à ces peuples-là. C'est pourquoi, au centre, dans nos résolutions, nous avons dit qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures aujourd'hui qui font que le panier de la ménagère soit rempli. Des solutions. Qu'on puisse apaiser ce peuple-là. Les élections, on en veut, mais on ne va pas aller tous morts de faim. Les gens ont faim aujourd'hui. Les gens cherchent à manger aujourd'hui. Qu'on leur donne à manger tout en préparant les élections. Ne mettez pas seulement de l'argent dans les élections. Vous savez très bien qu'il n'y aura pas d'élection aujourd'hui. Et demain, les gens ne peuvent même pas acheter l'impiodi. L'enseignant ne peut même pas payer. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous disons au centre, non, écoutez, allons, mettons-nous ensemble pour redéfinir les priorités. Même les budgets,
c'est la session budgétaire maintenant de l'Assemblée nationale. Oui. Combien de pourcents dans ce budget-là est prévu pour la population? Dans le social, c'est quoi, nous devons changer la pyramide, qu'on mette le peuple au sommet, qu'on puisse se refaire, qu'on fasse une révolution de la population. Mais combien de gens, notamment les responsables religieux que vous êtes, pensent la même chose que vous? Vous êtes peut-être minoritaire, hein? On est minoritaire, mais il y a beaucoup de voix qui sont silencieuses, qui pensent à la même chose et qui un jour vont sortir ensemble. Et nous allons nous mettre ensemble comme chefs religieux. Avec qui? Les chefs religieux de la place. Et leur dire, écoute, ce message, je vais voir les chefs religieux. L'église du Christ au Congo va avoir un tout nouveau président. Il y a l'église Kimagis qui est là. Il y a l'église de Réveil qu'on puisse réfléchir, qu'on enlève les cachets politiques, qu'on regarde ce peuple ici. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les Libyens sont fiers de ce qu'ils ont fait à leur pays. On les a poussés, ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont fait à leur pays. Le Congo n'est pas le Burkina Faso. Le Burkina Faso est comme une province du Congo. Et les gens qui veulent que le pays aille de ce côté-là, ils n'aiment pas ce pays. Aujourd'hui, les Libyens commencent même à mendier du pain. Nous pouvons trouver des solutions. Nous pouvons parler comme Congolais. Et ceux qui refusent le dialogue, vraiment, je les plains. Parce que notre culture, ce que nous donnons au monde. J'étais dans une réunion quelque part dans un pays étranger. On me dit, Moulounda, mais chez vous, on ne fait que se battre. Chez vous, ceci, chez vous, cela. Qu'est-ce que vous pouvez donner de bon au monde? Moi, je dis, nous donnons de bon au monde. C'est notre culture de dialogue. C'est notre créativité de mettre les gens ensemble. Écoutez, les schémas 1+4. C'était la sagesse du chef de l'État. Il a trouvé qu'on doit se mettre ensemble. Ce n'était pas dans la Constitution. On a créé quelque chose qui a donné un modèle au monde. Nous pouvons encore aujourd'hui, avec la crise qui se profile à l'horizon, donner un modèle au monde. Je demande aux politiciens de ne pas aller prendre des autres choses. C'est pourquoi les évêques doivent rentrer dans leur rôle traditionnel de prêcher l'amour, la bonté, le pardon, la réconciliation, au lieu d'aller prêcher la violence et la haine. Ce n'est pas le rappel, qu'ils reviennent dans leur mission traditionnelle. C'est-à-dire, vous êtes en train de conseiller à la SENCO de faire son travail de pasteur que de faire de la politique politicienne. Tu as tout saisi. Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment de la politique politicienne. Et puis, les missions qu'ils font à l'étranger, qu'ils les fassent ici. Et j'ai fait appel aujourd'hui à la SENCO, même au SENSA, qu'ils se mettent ensemble, avant d'abord d'aller étudier avec la CENI, calendrier ou pas, qu'ils fassent une déclaration claire à la population. Population congolaise, il n'y a pas d'élection à cause de ABC, qu'ils le disent. Vraiment, je les invite. Ce n'est pas une question de volonté politique. Ils ne vont pas dire il n'y a pas élection parce qu'il n'y a pas volonté politique. Eux-mêmes savent les difficultés qu'il y a. Ils savent les difficultés qu'il y a. Qu'ils le disent aujourd'hui, il n'y a pas élection. Ça va décanter. Parce que s'ils ne disent pas, donc ils ont un piège. Ils ont ça qu'ils ont préparé. S'ils n'ont rien préparé, moi je les mets à défi qu'ils se mettent ensemble. SENSA, gouvernement, opposition et SENCO, qu'ils disent, qu'ils fassent un communiqué. Il n'y aura pas d'élection. On y travaille. Gardez votre calme au lieu de préparer l'apocalypse. Et je vais encore adresser un message à la CENI. Je dis que la CENI doit bien préparer les histoires, qu'elle ne cède pas aux pressions, ni de la communauté internationale, ni de la majorité, ni de l'opposition, qu'elle prépare les histoires selon son chronogramme. Parce que si la CENI va céder aux pressions, elle va subir ce que nous avons subi. Et je ne voudrais pas que cette équipe d'experts, des gens très bien formés, la CENI congolaise est respectée partout. Hein. Et nous sommes respectés partout parce que nous faisons de grandes choses. Je vais demander au président Nanga, à l'équipe de la CENI et collègues, ne cédez pas aux pressions. Donnez votre chronogramme et les gens doivent vous suivre. Nous avons suivi. La date du 28 novembre était imposée par la classe politique congolaise. Nous avons cédé à ça. Nos pasteurs leur fait plaisir. Ils nous ont payé dans quelle monnaie? Je ne sais pas si c'est en monnaie. Parlons un tout petit peu, Ngoï Moulounda, quand même, parce que je ne vais pas vous laisser sur ce plateau, ne pas vous poser des questions plus pertinentes. En 2011, vous avez organisé ces élections. La fameuse date du 28 novembre, tout le monde en a parlé. Quelles sont les pressions que vous avez connues dans ces élections qu'on avait dit difficiles logistiquement? On a même dit qu'aux dernières nouvelles, on n'avait pas d'avion pour transporter du matériel, pas de bulletins. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour cette question, Jean-Marie. J'ai connu l'opposition d'abord de la communauté internationale. La communauté internationale, vous savez, à la fin d'un mandat ici, il y a des prévisions qui sont dites, jusqu'à ce que les autres seront élus. Mais en 2011, à la fin d'un premier mandat, il n'y avait pas de provision. Moi, on nous a demandé de ne pas faire des élections, de ne pas les faire. J'avais la pression de ne pas faire ces élections-là. De part de qui? Qui vous dit de ne pas faire les élections? D'abord l'Union européenne. Nous avons le département américain. Nous avons
les Anglais. D'abord, un ministre anglais était venu ici, il m'a vu à la CENI, il dit, vous ne faites pas ces élections. Là, je lui pose la question, monsieur le ministre, voulez-vous que j'annonce qu'on me demande de violer la Constitution? Parce que nous, on a regardé le 28 novembre, nous disons, nous devons respecter la Constitution. Et c'est là on les casse vite. Nous, on va faire comme Américain de plus. Oh non, 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 non. À la Maison Blanche, au Conseil de sécurité, on me dit carrément que ton ami du Nigeria a reporté, pourquoi pas toi? Et je voudrais vous dire aujourd'hui, et je le cite, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, est allé en Afrique du Sud demander aux imprimeurs de ne pas imprimer les bulletins. Ah bon? Oui, Alain Juppé, je cite. Et la ministre sud-africaine des Affaires étrangères est toujours la même. On ne l'a pas encore changée. Elle est là. Et elle peut témoigner. Et pourquoi on ne devait pas imprimer les bulletins? Parce qu'on voulait un chaos. Les gens ont cherché un chaos ici, comme c'était en Côte d'Ivoire, comme c'était partout. Et vous savez qui a sauvé la situation? C'est qui? À ce moment-là, on n'avait pas d'argent, on jetait la liquidité. C'est un ami. Je le rends hommage aujourd'hui, peut-être savoir. Ce monsieur Robert Goumédé. Il dit, pasteur, tous les imprimeurs ont refusé. Et comme c'était les maisons des Blancs qui devaient imprimer, parce qu'on avait bloqué toutes les imprimeries, et à Johannesburg et au Cap, on a demandé 37 millions de dollars cash pour vous faire les bulletins. Je l'ai regardé, j'ai dit, je sais que mon président me croit, mon gouvernement me croit, mais si on rate ce jour, on n'est pas là. Robert Goumédé m'a donné un chèque et on a payé. Et quand je pars au Cap, c'est là où on a voulu me tuer. Il est sauvé par la police sud-africaine, par un commando, par la toiture. Donc vous comprenez que les élections de 2011 étaient des élections combattues. Et si moi je suis vivant, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai été discrédité totalement. Parce que j'ai dit non à l'impérialisme. Et c'est pourquoi moi je remercie le chef d'État quand il dit que les élections sont une question de souveraineté. Et là, la CENI doit le prendre au sérieux. J'ai reçu toutes les pressions. Les gens ne voulaient pas que je fasse les élections. Les gens ne voulaient pas qu'on respecte la Constitution. Aujourd'hui, on plaide de la Constitution. Mais moi, on m'a demandé, par des autorités, par les sous-secrétaires d'État américains qui me disent que tu es notre homme, tu dois obéir. Moi, j'ai dit non. J'ai étudié là-bas. La CETA et Desmond Tutu ont payé au Minerval. Ce n'est pas l'argent du gouvernement américain qui a payé pour moi. Je suis congolais, j'étais formé là, mais je ne suis pas votre homme. Mais alors, moi, justement, ça va décontenancer plus d'un Congolais pour sentir qu'un responsable qui organise les élections dans son pays peut subir autant de pression pour ne pas faire les élections, alors que aujourd'hui on réclame, à quoi écrit, des élections. On m'a même demandé de quitter le pays en m'offrant de l'argent que j'aille en exil. Moi, à Mulunda, je le dis aujourd'hui, c'est pourquoi la communauté internationale a tout fait pour me discréditer. Heureusement que mon Dieu est très bon. Je ne pique pas de crise de nerfs. Je suis calme. Et c'est pourquoi je me calme. Je connais le combat. Et c'est ça, et maintenant, je vais dire aujourd'hui. Quand j'ai parlé du livre, ce n'est pas qu'on a triché. Non, je vais mettre ça avec des noms précis. Donc, l'opinion de Zamba, quand j'ai parlé du livre, ce n'est pas qu'on a triché. Le président Kabila n'a jamais triché, il a gagné. Il a battu Tshisekedi Manville ici. Regardez les résultats de Kinshasa, il l'a battu ici. Paix à son âme. On n'a jamais triché. Mais ce que je vais révéler, ce sont les pressions que j'ai eues. Les sommes d'argent qu'on m'a offertes par la communauté internationale, par les ambassades basées à Kinshasa. Prends ces millions, tu pars, tu abandonnes tout. Je me rappelle, le président était à Kindu. Dans la campagne, il me dit que pasteur, on doit abandonner. Il dit, moi, je n'abandonne pas. Tu sais, je m'appelle Boutabouampoutou. Oui. Ça, c'est mon nom. Moi, je n'abandonne pas. J'ai la foi dans ce Jésus-là. Il est parti avec moi. Il m'a aidé. Quel est ce courage, Goïmulunda, qui vous pousse aujourd'hui à parler aussi franchement? Est-ce que vous sentez que les Congolais qui vous suivent vont sentir en vous un homme courageux qui veut en tout cas éclairer leur lanterne? Et moi, je pense que mes compatriotes, je suis prêt à continuer à parler. Ça, c'est la vérité. Et je parle comme pasteur. Les prophètes ne sont pas écoutés chez eux. Mais je te remercie, JMK, pour que je parle aujourd'hui. Le président Kabila n'a jamais triché. Si on lui a donné 51%, on a fait passer avec 48%. Mais la pression que j'ai eue, est-ce que vous savez que le centre Carter avait fait 2 rapports? 2 rapports. 2 rapports d'observation. Le premier rapport, parce que le chef de la délégation était l'ancien président zambien, qui était à la tête des jeunes Américains. Ils font le premier rapport et malgré les difficultés, les élections étaient bonnes. Quand le vieux est parti, les Américains restaient entre eux. Il fait une autre conférence de presse. Oh, tricherie, ils ont condamné. Le feu Katouma, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On appelle l'ancien président zambien, il est vivant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je fais un point de presse demain. Je vais dénoncer ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que les Américains la veulent? Le temps qu'il voulait faire le point de presse, l'ambassadeur américain à Lusaka l'appelle. Monsieur, tu as été payé, ce n'est pas ton affaire. Tais-toi. Et l'ancien président zambien appelle Diakatumba, hey, cette histoire-là me dépasse. Vous avez un autre combat dans lequel vous voulez me mettre. Et quand vous savez qui a financé le centre Carter en 2011, c'était First Quantum, qui avait des problèmes avec le gouvernement congolais. First Quantum, qui est une société canadienne. Canadienne, qui avait des problèmes avec son contrat minier.
Et c'est eux qui avaient... Parce que tous ces centres-là, centres quartiers, ils n'ont pas d'argent à eux. Ils demandent aux fondations et aux entreprises de leur donner. En 2011, on peut vérifier, c'est eux qui avaient financé. Avec quelle mission? De venir discréditer les élections parce qu'ils voulaient au président de la République. Moi, j'ai reçu. On m'insulte de partout. On insulte même ma mère. Elle est morte depuis longtemps, ma maman. Oui. Mais on l'insulte jusqu'aujourd'hui dans la tombe là où elle est. Qu'on la laisse se reposer en paix. Donc on m'a insulté à côté. Moi, je sais que les Congolais ne savaient pas. Et je prends ma croix avec beaucoup, beaucoup de joie. Il y a eu des hommes, il y a des pasteurs qui m'ont inspiré, comme Martin Luther King Jr. Il était seul contre tout. Mais enfin, la vérité est sortie. Et moi, je dis qu'il y a une école de prophètes et je suis parmi ceux-là. Est-ce qu'aujourd'hui la CENI, notre CENI, peut organiser les élections sereinement? Vous avez appelé tout à l'heure les gens de la CENI de ne pas céder aux pressions, de faire des choses calmement, en respectant les normes. Est-ce que notre CENI a le courage de faire la même chose? J'appelle le président Nanga, j'appelle le bureau à prendre le courage. Parce qu'on ne leur fera pas de cadeaux. Qu'ils prennent le courage, qu'ils disent non. Si c'est ça veut le pousser, qu'ils demandent à l'État de faire les élections. Mieux vaut même les laisser faire leurs élections que vous laisser salir. Moi, j'ai la foi. J'ai un Dieu. J'ai les ancêtres qui me protègent. Je suis un monsieur protégé. Et moi, j'ai un destin. On n'est pas tous la même chose. Je demande à la CENI de ne pas céder. On vous dit, demandez-leur de faire les élections. Faites vos élections selon le calendrier, selon le chronogramme. Ne vous pressez pas. Mais entre-temps, que mon peuple mange. Mais justement, parlons du peuple, parce qu'on va terminer par là. Le centre que vous êtes en train de piloter aujourd'hui, on vous sent très déterminé. La voie des sorties serait lesquelles? Vous avez parlé du budget qu'il faut octroyer pour les sociales des Congolais. Mais politiquement, c'est quoi le message pour vos compatriotes? La table ronde. Mettons-nous ensemble, qu'on puisse se redéfinir. Pourquoi table ronde? Parce que quand on parle, c'est presque comme le dialogue, mais le dialogue a une mauvaise connotation au Congo. C'est pour répartition des postes. La répartition des postes. Avoir un gouvernement et fantasmes. Nous avons presque 60 ministres aujourd'hui. Chacun avec 7 conseillers, avec ceci. C'est budget du fort. Au moment où le pauvre de Congolais ne peut même pas aller acheter à manger demain. Qu'on se mette à la table ronde, qu'on puisse parler, qu'on puisse constater qu'il n'y a pas élection. Et que le peuple doit manger, le peuple doit aller aux élections. Je ne voudrais pas qu'on puisse m'interpréter mal. Le peuple a besoin d'élections. Mais moi, je dois aller aux élections. Tu sais que je suis candidat à Malemakoulou. Ah bon? Oui, candidat député. Mais vous serez battu? Non, c'est bon, c'est le choix du peuple. Je suis candidat à Malemakoulou. Vous êtes connu là-bas? C'est chez moi. Ah bien oui, il faut savoir. Non, écoute, je ne peux pas dire que je suis connu chez moi. Je vais aller. Je suis candidat là-bas à Malemakoulou. Alors, je voudrais aussi, demain que j'aille à l'hémicycle, siéger aussi, pasteur dans l'école, je suis pressé d'y aller. Mais comment on ne va pas y aller demain? Que ce peuple ait à manger. Et que nous nous mettons ensemble à la table ronde, que nous puissions discuter comme Congolais. Qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas élection. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on donne au peuple? Maintenant, le peuple, 60% du budget, 40% à la CENI, et qu'on puisse pouvoir y aller. La solution que le centre propose, et c'était dans le discours du président Germain Kandinga, très clair, allons à la table ronde. Pas de violence. On ne veut pas de violence. Pas de violence. C'est pourquoi nous projetons la marche blanche, en 1er décembre. Tout le monde sera habillé en blanc. Pas question de la rue. Qu'on n'écoute pas les gens qui sont en Europe, qui sont là-bas, qui mangent très bien et qui veulent amener les gens dans la mort. Non, la marche blanche. Le centre va marcher, une marche blanche. Nous allons demander des autorisations qu'on puisse dire on ne veut pas de la rue, on ne veut pas de la violence. La rue n'a jamais amené rien de bon. Les armes sont faites pour détruire. Écoutez les États-Unis, quelqu'un a tué par lui-même, une cinquantaine déjà, pas une seule arme. Et même si on m'insulte, j'ai sorti 12 090 armes à Kinshasa. C'est pourquoi je ne me gêne jamais. Quand je pars à Kinshasa, je dis Nasalaki. Je travaille dans ce pays. Et je suis fier. Et tout ça. Donc, le 1er décembre, marche blanche. Oui. La table ronde. Oui. Les discours, c'est quoi? Parler. La solution vient. Oui. On doit parler. Le centre propose une solution qui est parlons, comme Congolais. Parlons. Et qu'on se dise la vérité. Mais en attendant qu'on parle, qu'on révèle aussi la vérité au peuple, qu'on dise au peuple qu'il n'y a pas élection, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté là-dessus, et qu'on vienne que nous parlions, toutes les tendances confondues, que nous puissions parler, et quand nous parlons, que le peuple mange. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la SENCO, parce que vous êtes en train de tuer le fameux accord du 31 décembre, tout le monde se focalise là-dessus, la SENCO va vous écouter pour tuer son propre accord? S'ils n'écoutent pas, c'est qu'ils avaient un motif avec eux. Aujourd'hui, cet accord-là est mort. Congolais, l'accord-là n'existe pas. C'est un truc qui va vous amener à la mort. Alors moi, je commence d'abord, j'ai fait la messe, l'accord 31 décembre est mort. Faisons quelque chose de mieux. Il y a eu trop de pièges et les gens n'ont pas compris. Alors c'est pourquoi je demande que nous puissions nous mettre ensemble, qu'on fasse quelque chose entre nous, qu'on puisse... Les Congolais ont toujours parlé. Comme les 1+4, comme Sun City. On peut aller à 1+7.
Où est le problème? C'est notre pays à nous. On n'a pas à regarder les autres modèles. C'est pourquoi les centres ne prennent ni les idées de gauche, nous avons nos idées à nous. Nous ne puisons pas de gauche. Nous sommes des modérés. Nous ne voulons pas des extrémistes de gauche et de droite, on les laisse. Que les extrémistes ouvrent leur cœur, qu'on se mette ensemble, qu'on parle, JMK, qu'on parle. Cet accord-là est un piège. Ceux qui s'accrochent à cet accord-là ne veulent pas du bien du Congo. Le message est passé. Merci Daniel Ngoï Mulunda, initiateur du PAREC. Vous avez présidé la CENI. Mais vous avez oublié, je suis surintendant général de la nouvelle église méthodiste. Surintendant général, c'est l'équivalent à un évêque. Mais comme je ne voudrais pas entendre ce combat-là, moi je reste surintendant général. Et parce qu'on peut dire que vous êtes subalterne par rapport aux évêques. Hein? Oui, non, je suis sur le système britannique, c'est équivalent à l'évêque. Mais je ne voudrais pas seulement avoir ce normal. Je suis surintendant général de la nouvelle église méthodiste. Donc vous êtes leurs collègues. Je suis leur collègue. Et J'ai 60 pasteurs sur moi que je dirige. 60 pasteurs. Dont 30 licenciés en théologie. On a bien compris. On a bien compris. Et le peuple aussi a compris, effectivement, que cet accord... Oui, un mot à dire? J'avais un mot à dire, j'avais un appel à faire. Le premier appel que je fais, c'est à la population. Oui. De ne pas se laisser manipuler. Nous sommes devant une réalité qui est inchangeable. Il n'y a pas d'élection. Qu'ils encouragent les gens à parler. Et ça, c'est le premier appel qui ne cède pas aux manipulations. Deuxième appel, j'ai fait appel à mes collègues de la Senko qui reviennent dans leur rôle traditionnel de pasteurs qui prêchent l'amour, qui reviennent comme église au milieu du village. Aujourd'hui, ils sont au bord du village, qui reviennent au milieu du village pour amener des messages d'amour. Le troisième message, je vais l'adresser au chef de l'État, comme garant de la nation. Il a été élu par le peuple. Il a été élu, pas sur une liste de partis politiques, mais il a été élu par le peuple. Moi, je peux dire qu'il a été élu par le centre. Parce que la majorité n'est pas dans les partis. Que le chef de l'État prenne des mesures lui-même pour répondre à la famine des gens, les gens qui ont faim. Lesquels? La nourriture, il n'y a pas de nourriture. Ce que les gens mangent, qui s'occupent de ça, qui les regardent, c'est eux qui ont voté pour lui. Qui regardent les médecins, qui regardent lui-même. Si ce gouvernement nous dira que le Premier ministre a fait sa rencontre ici, les mesures prioritaires là qu'il a fait la publicité. Aucune mesure ne regarde le panier. Aucune mesure ne regarde les étudiants, les élèves et les enseignants. Je fais appel au chef d'État comme garant de la nation, qui ne suive pas les extrémistes de gauche et de droite, qu'il s'occupe de ce peuple. Que ce peuple mange foufou, lorota, chima. Ça, le peuple veut ça. Et l'autre message, le centre, il est ouvert. Allons, dialoguons. Merci. Merci, Ngoï Mulunda. Vos 3 messages sont passés. Et j'espère que vous-même aussi, depuis chez vous, je pense que les débats commencent maintenant. Le plus important, c'est de vous faire ces révélations. Et ça va vous permettre d'apprécier la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. À très bientôt. Merci. Avec le même plaisir. Merci, Ngoï Mulunda. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.